Voilà, maman sera contente, on se disait qu'il fallait qu'on se tienne bien droit sur cet épisode de La Martingale avec Timothée Jolin. Salut Timothée, ça va ? Bonjour Mathieu, ouais, très bien. Bon, Timothée, on va faire un épisode qui me plaît parce que sur La Martingale, moi j'aime bien traiter d'argent, mais en vrai à la fin, je m'en fous un peu de l'argent, tu vois, c'est pas mon vrai délire. Mon vrai délire, c'est les projets qu'on fait autour de l'argent. C'est qu'est-ce qu'on va en faire, c'est quelque chose qui permet de faire des choses dans la vie. C'est quel impact on a aussi, potentiellement. Et l'impact et, on va dire, les responsabilités autour de l'argent, c'est quelque chose que tu traites, toi, au quotidien chez Amundi. Parce que tu es donc responsable du développement des investissements responsables chez Amundi. Donc on va parler de ça, d'investissement responsable aujourd'hui. Ça te va comme programme ? Ça me va très bien. Tu connais, ça veut dire quoi ? En quoi t'es legit là-dedans ? Ça veut dire quoi responsable des investissements responsables chez Amundi ? Au quotidien, je vais travailler avec l'ensemble des plateformes d'investissement et des directions commerciales qui couvrent nos différents segments clients à travers le monde, en Asie, dans le Moyen-Orient, en Europe, dans les Amériques, et sur toutes les classes d'actifs avec les plateformes d'investissement pour développer nos cadres d'investissement responsable. On pourra peut-être élaborer sur ce que ça veut dire. J'espère bien. Et je vais accompagner nos clients pour les conseiller sur les engagements qu'ils peuvent prendre et les différentes stratégies pour mettre en œuvre leur engagement. Ok. J'ai fait plein d'épisodes, quelques épisodes autour du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, vous l'avez compris, mais un peu le no bullshit là-dessus. C'est comprendre vraiment comment ça fonctionne, quoi. Alors, j'ai reçu des acteurs, souvent des nouveaux entrants d'ailleurs, autour de l'investissement responsable, qui d'ailleurs se lâchent souvent pour un peu laminer certains acteurs traditionnels ou les grandes banques, et vraiment mettre en avant le fait que l'argent, c'est probablement l'endroit où notamment on pollue avec lequel on pollue le plus, quoi, sans s'en rendre compte, quoi, en étant passif. C'est le cas ? De manière très indirecte. En revanche, c'est un enjeu majeur puisqu'on peut avoir un impact à travers ses choix de placement, ses choix d'investissement, et ça a un impact sur l'économie réelle. Alors on va y revenir et comprendre dans le détail, parce qu'en effet, il y a on va dire la responsabilité actuelle et puis la responsabilité de la transformation, si je comprends bien. J'aimerais que tu m'expliques tout ça. Mais ça veut dire quoi, un investissement responsable ? Investir de manière responsable, c'est investir en allant au-delà de la simple logique de rendement financier, de manière respectueuse des biens communs, de l'intérêt général. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, de manière très concrète, très politiquement correct aussi. Il y a un éventail des possibles. Ouais. D'un côté du spectre, on va trouver des solutions assez généralistes avec une approche plutôt minimaliste. On va créer des produits qui vont s'interdire ou qui vont exclure les entreprises, les secteurs d'activité, les géographies qui sont associées à des impacts très négatifs sur l'environnement, sur la société. Donc ça, c'est la version la plus minimaliste. Et puis de l'autre côté du spectre, on va avoir des logiques beaucoup plus pures, beaucoup plus ambitieuses, où il y a un objectif d'impact positif sur le plan environnemental, sur le plan social, dans les différentes dimensions de développement durable, qui est assumé. Donc on va combiner rendement financier et logique d'impact. Ok, c'est assez clair. Si je rentre un peu là-dedans, tu vois, tu disais zone géographique, je pourrais me dire, là les États-Unis viennent d'élire Trump, j'investis plus dans aucune société américaine, par exemple, parce que, je sais pas moi, fractionnement hydraulique, parce que, voilà, ça serait quand même un peu trop hardcore, non ? Je crois que ça dépend vraiment des valeurs et des objectifs financiers des épargnants, que ce soit des épargnants professionnels ou des épargnants de particuliers. Et on est vraiment dans cette logique-là, dans une problématique de construction de solutions d'épargne. On a d'un côté les objectifs financiers. Quels sont tes objectifs de rendement, ta tolérance au risque, des problématiques de liquidité, d'horizon de placement, de tolérance à la volatilité, donc des choses assez classiques que tu as découvrir dans d'autres épisodes, et des objectifs en termes de durabilité. Et on va être dans une logique de trouver des points d'équilibre entre ces deux aspects, ces deux dimensions. Et donc ça va nous conduire potentiellement à privilégier des solutions très pures, avec des sociétés très innovantes, des projets qui contribuent vraiment à construire l'économie durable de demain. Alors il y a des projets hyper intéressants et fascinants aux États-Unis, comme en Europe, comme dans le reste du monde.
Mais ça va aussi potentiellement inciter certains épargnants à aussi combiner ça ou à privilégier même des solutions beaucoup plus diversifiées, mais qui sont aussi moins risquées parce qu'on ne va pas avoir cette concentration sur certains secteurs ou sur certains noms. Alors j'ai absolument envie de rentrer là-dedans un peu plus, mais avant ça, juste pour comprendre, on a parlé investissement responsable, il y a plein d'acronymes. Dans responsable, il y a socialement responsable, il y a l'écologie, il y a la manière dont tu traites tes collaborateurs, donc il y a la manière dont il y a beaucoup de choses, quoi, hein. C'est que des acronymes, tout ça, c'est que des tampons qu'on met sur tes sociétés. Comment ça fonctionne ? Alors, derrière les acronymes, je pense qu'il y a 2 dimensions ou 2 champs des possibles qui sont vraiment importants à garder à l'esprit. Le premier, c'est les dimensions qu'on va intégrer quand on évalue la qualité des projets, d'opportunités d'investissement ou même d'entreprise. Et donc là, on va avoir des critères environnementaux, des critères sociaux, de bonne gouvernance, comment l'entreprise se comporte sur sa chaîne de valeur en termes de respect des droits humains, etc., etc. Et puis, il y a une logique aussi d'objectifs. Est-ce que concrètement, il y a des objectifs de durabilité spécifiques qu'en tant qu'épargnant, qu'en tant qu'investisseur, je souhaite privilégier ? Donc si je donne un exemple très concret sur un produit d'épargne, la première logique où on va intégrer ces différentes composantes pour évaluer des entreprises, ça va conduire les produits d'épargne à exclure une partie plus ou moins importante du champ des possibles, de l'univers d'investissement. Généralement, c'est entre 20 jusqu'à 50% parfois pour les solutions, disons, les plus ambitieuses, sur la base de ces critères. Donc en fait, on s'interdit d'investir dans les entreprises qui sont pas bien positionnées vis-à-vis de ces problématiques. Comme si vous prenez des secteurs très polluants, c'est des secteurs qui sont à fort enjeu. Donc d'un côté, évidemment, on veut s'interdire de soutenir des entreprises qui ont des mauvaises pratiques dans ces enjeux. Cela étant, c'est aussi les secteurs où il y a le plus de potentiel en termes de participation aux objectifs de durabilité de l'économie. Si vous prenez un aciériste, l'aciériste classique, historiquement, il était très très émetteur en carbone. Ouais, ArcelorMittal, toutes ces boîtes-là, en fait... Concrètement, tu as besoin de chaleur, donc tu brûles du charbon. Mais il y a évidemment de plus en plus d'aciéristes qui développent des procédés qui vont permettre d'émettre pas d'émissions, enfin peu d'émissions, voire pas d'émissions. Et donc ça va être très intéressant de positionner un portefeuille au sein de ce secteur sur les acteurs les plus avancés sur ce type de technologie. C'est un peu toujours ça, c'est que finalement, tu vois, tu dis pur, mais en fait, je sais pas, dans la construction, on a besoin de construire, on a besoin de logements partout, on n'en a pas assez en France, on n'en a pas assez dans le monde. Bon, bah, il te faut du béton, il te faut du ciment, il te faut des choses comme ça. Je sais pas moi, les voyages, les croisières, les avions, les choses comme ça. Bon, tu te dis bon bah alors est-ce qu'on veut moins d'avions, est-ce qu'on veut des avions qui polluent moins ? Enfin à chaque fois c'est un peu toujours le même schéma de ce que tu viens de dire finalement, hein, qui chauffent moins ou qui chauffent différemment ou qui n'utilisent pas les mêmes choses. Donc la question que tu dis dans les 2 options, c'est soit je schématise, hein, soit je fais que des éoliennes et des gens qui font à la limite je sais pas moi du nucléaire, soit j'accepte de faire du Total, BP, Shell, peu importe à la fin, à partir du moment où ils sont en transformation. C'est ça en fait ? Ouais, et dans la vraie vie, c'est rarement l'un ou l'autre. En fait, dans une logique d'épargne d'investissement, en général, on sélectionne plusieurs produits. On a des stratégies diversifiées, c'est très important. Donc si je reprends mon exemple du produit d'épargne plus classique qui va exclure 50% de l'économie ou 30%, on a maintenant des logiques qui sont centrées autour d'objectifs thématiques. Si on reste sur le climat, par exemple, bon, bah, mon profil un peu standard, classique, investi en dette et en actions, 50%, 50%. En fait, on va essayer de construire des poches, avec des poches qui vont être centrées autour d'objectifs de contribution. Pense à la dette verte, à des fonds à impact thématiques, etc. Et on va quand même maintenir une poche de diversification investie dans l'économie où tu vas trouver des contraintes liées aux enjeux de transition. On va retenir les entreprises qui font les efforts nécessaires pour s'aligner avec les grands enjeux de durabilité. Total fait les efforts nécessaires pour s'aligner avec les... Enfin, je ne sais pas si je peux te dire mais ce genre d'acteurs ou tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors le secteur de l'énergie, c'est typiquement, c'est l'exemple type, si tu veux, du secteur à enjeu. Ouais.
Et alors, vous allez trouver des énergéticiens qui sont des pure play, qui sont uniquement dans le monde des énergies renouvelables du nucléaire, et du nucléaire, ouais. et demain des petits réacteurs nucléaires, etc. Mais la plupart des énergéticiens, en fait, ils ont un bilan ou des activités qui sont entre les deux mondes. Et donc, soit on a une logique où on se dit, moi j'ai des objectifs très clairs vis-à-vis du climat, et j'ai pas d'appétence pour investir dans les hydrocarbures, et là je vais uniquement travailler des énergéticiens très spécialistes, ou je vais aussi accepter d'investir dans les énergéticiens plus gros, plus développés, mais qui sont les mieux positionnés, qui ont les meilleures pratiques. Sachant que moi, je jette pas de pierre absolument en disant ça, c'est-à-dire que ouais, bien sûr. L'idée, c'est que beaucoup pensent en tout cas que c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui vont faire la plus grosse transformation, donc potentiellement Total et d'autres. Ce que je sais cependant, c'est que quand tu es un peu puriste, et d'ailleurs que tu investis dans tous les acteurs dont je parlais, de la nouvelle économie qui sont vraiment à fond et très militants, et que tu vois que dans un portefeuille indirectement, tu as investi dans certaines de ces boîtes, il y a des gens que ça choque énormément. Et là, il y a deux choses, je pense, c'est qu'il y a de la com, c'est-à-dire une partie de com, c'est-à-dire que certains de ces sont des totems, donc qui représentent un peu le mal. Et puis après, il y a un aspect politique, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou 6 ans, investir dans le nucléaire, ça faisait péter un câble à tout le monde. Alors qu'il y a eu, si je comprends bien, au niveau européen, des débats qui voulaient, tu as dû suivre ça j'imagine, mais pouvoir réintégrer dans certains fonds le nucléaire. Les Allemands étaient contre, les Français sont pour, et donc ça c'est vraiment des trucs politiques qui doivent vous concerner au quotidien quand tu montes ces fonds, quoi. C'est politique, et nous ce qu'on observe, si tu veux, dans notre activité au quotidien, c'est qu'il y a rarement des valeurs universelles. Donc en fait, c'est vrai que l'investissement responsable, de manière pratique, ça a des implications qui peuvent varier selon que tu sois en Autriche, où les gens sont très anti-nucléaires. Ouais. En France, généralement, on tolère plutôt le nucléaire. Voire on est redevenu pro, puisque Jean Covici a dit que... Voire on est assez pro-nucléaire. Aux États-Unis, on est en train de redevenir très pro-nucléaire. Donc, les gens ont des sensibilités, à des valeurs, à des choix de société qui peuvent varier. Le train, tout le monde est d'accord, tu vois. Le train, a priori, dans tous les pays, non. Je veux dire, ça pollue pas, quoi. Non. Oui, le train, c'est consensuel, mais sur des solutions de transition énergétique en termes de production d'énergie, le nucléaire, c'est assez spécifique. C'est parce qu'il y a certains qui associent ça à des risques très importants, d'autres qui se disent finalement le risque associé au nucléaire, il est très limité, et ce qui doit primer, c'est le risque climatique global. Donc si c'est une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, on y va. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un consensus qui est en train d'émerger au niveau des décideurs publics, mais c'est un petit peu naissant, c'est celui qui décide de s'interdire aucune des solutions low carbone. Ok. Sachant qu'il y a probablement un truc qui fait que certaines actions, certaines boîtes, en fait, sont trop sexy, entre guillemets. C'est-à-dire que il peut y avoir des bulles, j'imagine, là-dessus. Si, en effet, comme tu le disais, il y en a très peu qui font consensus, qui mettent tout le monde d'accord. Celles qui mettent tout le monde d'accord, en fait, on y va tous, et puis tout d'un coup, elles valent 100 fois ou 1000 fois leur EBITDA, et puis elles sont trop valorisées, non ? C'est possible ? C'est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une logique de construction de portefeuille, on est dans une logique d'investissement. L'investissement responsable, c'est pas du mécénat ou de la philanthropie, c'est un investissement qui vise à avoir une contrepartie financière pour l'investissement qu'on met en place. Et donc évidemment, s'il y a un secteur qui est très vertueux, mais qui est assez mal apprécié du point de vue des fondamentaux, il va plutôt falloir regarder ce qui se passe ailleurs, investir dans d'autres secteurs. Donc si on veut rester sur des logiques très pures, très vertes, il y a toutes les solutions adjacentes, connexes. Finalement, le monde de la transition, c'est pas simplement des ENR. C'est des réseaux, c'est du service énergétique, c'est des centrales... je cherche le terme en français, mais des virtual power plants, tu vois, des centrales électriques virtuelles qui vont agréger des petites unités de stockage et de production d'électricité. Donc ça touche aussi... Ce qu'ils appellent les smart grids, un peu, c'est ça, en fait, qui vont être balancés, enfin, faire un équilibre. Ok, je ne sais pas. Donc, tu vois, tu peux travailler cette thématique et cet objectif de transition en cherchant aussi les univers, les entreprises qui sont moins au cœur de l'attention
du moment. Donc ça, c'est une première option possible. Et la deuxième option, qui est aussi primordiale dans cette logique, encore une fois, de construction d'épargne, c'est de rester très attentif aux enjeux de diversification qu'on évoquait tout à l'heure. Ok, donc soit tu es un peu nerd, tu te dis je vais investir moi-même dans toutes ces boîtes, et puis tu vas que dans celles qui mettent tout le monde d'accord, où tu vas être un peu smart, et tu vas aller chercher un peu plus loin pour trouver les endroits où il y a vraiment des progrès. Il y a des supports, donc toi ton métier c'est de construire des supports, enfin des fonds, très clairement, qui sont eux-mêmes labellisés. Alors moi, l'investissement direct, j'aime beaucoup à titre personnel. Et ça, si tu veux, dans la finance à impact, les business angels, ils jouent un rôle essentiel parce qu'il y a toujours des moments au début de la vie des entreprises où tu as besoin de ça. Tu as besoin de ce love money. Mais après, il y a aussi une logique de diversification qui est intéressante pour les épargnants pour deux choses. D'abord, les sociétés de gestion comme la nôtre, mais comme l'ensemble des sociétés de gestion, en fait, c'est un petit peu des professionnels de la diversification. Donc, quand on construit un produit durable, ça va être un produit diversifié de manière aussi optimale que possible. Et dans l'univers des produits durables, tu as des labels, tu as un cadre réglementaire qui a beaucoup évolué. Et donc, je pense que le niveau de transparence est maintenant bien plus important que ce qu'on avait il y a 5 ou 7 ans. Et il y a un deuxième intérêt que je trouve assez logique de fond et de diversification, c'est qu'on a beau être nerd, on n'est jamais nerd dans tous les domaines de l'économie. Donc moi, il y a une problématique que je trouve absolument passionnante et critique. Par exemple, c'est la transition dans les pays émergents. Ouais. Bon, on n'est peut-être pas tous capables de connaître les bonnes valeurs, les bons projets de transition, de décommissionnement de centrales à charbon en Asie du Sud-Est. Pourtant, c'est hyper impactant. Et donc ça, je trouve qu'il y a un intérêt à vraiment externaliser les décisions de construction de portefeuille, de logique d'investissement dans un fonds de spécialistes. Mais c'est aussi vrai, si tu veux, de l'agriculture régénérative, des problématiques de deep tech, etc., etc. Donc on peut être nerd, mais on est rarement nerd dans tous les domaines. Sur le monde entier, sur tous les secteurs, ok, très clair. Donc là-dessus, vous faites ça, en fait. Vous faites des fonds dans lesquels on peut investir en direct, ou ça passe toujours? Parce que si j'ai bien compris, une bonne partie de ces des acteurs de l'économie responsable, financièrement, je veux dire, utilisent des fonds tiers comme ceux qu'émettent Amundi, non? Oui, donc nous, on construit des produits dans une logique, généralement, qui est une logique B2B2C. Okay. Donc en fait, on va construire des produits d'épargne qui sont après distribués par des banques, qui sont distribués dans des contrats d'assurance vie. Cela étant, on a aussi des ETF qui sont de plus en plus distribués directement à travers des plateformes à des épargnants. Et puis, on sert aussi des clientèles de particuliers de manière indirecte en servant des fonds de pension, des compagnies d'assurance sur leur actif général, etc. Les ETF, ils s'appellent Amundi quelque chose ou c'est un autre nom? Ils s'appellent en général Amundi quelque chose, sauf quand ils sont redistribués sous une marque blanche. Ok, très clair. Si j'ai, par exemple, une conviction forte que énergie renouvelable, je veux faire que ça, dans quoi je peux investir? Alors, si tu me dis conviction forte, énergie renouvelable, moi, il y a deux types de solutions qui me viennent spontanément en tête. Du côté de la dette, c'est le monde de la dette verte. Okay. C'est les obligations vertes qui sont émises par des entreprises, par des États, et donc qui sont associées à des programmes de financement de projets verts. Okay. Et c'est aussi le monde du financement direct dans des infrastructures. Donc, il y a plusieurs années, c'était quelque chose qui était vraiment réservé aux très gros investisseurs institutionnels. Mais ça s'est vraiment démocratisé avec des FCPR, avec des LTIF, donc qui sont en fait des produits d'épargne ouverts au grand public qui permettent d'investir dans des infrastructures, dans des actifs réels illiquides. On en parle dans d'autres épisodes. LTIF, j'ai découvert ça récemment, ces acronymes. J'étais allergique aux acronymes avant, ça va mieux un peu, je me souviens. On n'a pas le choix dans notre industrie, c'est dicté par d'autres. Ok, très clair. Mais tu vois, peut-être pour revenir sur ces LTIF et la dette verte, on peut se dire aussi que c'est pas suffisant parce que tu peux pas avoir, tu vois, toute une stratégie d'épargne personnelle uniquement concentrée sur quelques secteurs ou sur un fonds illiquide, parce que peut-être que demain tu auras besoin de cet argent et puis tu veux pas être uniquement exposé à un cycle tu vois, énergétique, parce qu'évidemment, si le prix du pétrole baisse, ça va peut-être très bien performer, puis s'il augmente, ça va sous-performer, et peut-être que c'est pas le bon moment pour retrouver ton argent. Donc tu vas vouloir peut-être diversifier cette épargne en investissant
dans des stratégies avec des actifs cotés et tu vois, des secteurs un peu plus diversifiés de l'économie. Je sens que c'est un peu le sous-jacent de toutes mes questions depuis tout à l'heure, hein, mais est-ce que tu investis dans le responsable en te coupant de la performance ? Est-ce que les deux sont liés ? Il y a quand même un moment où tu te dis, il y a forcément des incidences dans tout ça. Si je comprends bien, à un moment, le politique poussait tellement le responsable que de toute façon, tout le monde y allait, ça faisait que monter, mais il y a un moment, quand ça fait que monter, ça monte trop haut, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des arbitrages. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très très important, c'est d'être transparent sur les arbitrages qu'il peut y avoir. Donc si tu réduis ton univers d'investissement, potentiellement tu vas avoir des écarts par rapport à la performance de l'économie, mais ça peut être dans les deux sens, ça peut être des écarts positifs, ça peut être des écarts négatifs, mais tu vois, ta performance va commencer à diverger par rapport à la performance des gros indices mondiaux. Arbitrage dans mon monde, ça veut dire acheter-vendre, quoi. C'est ça. C'est qu'il y a un moment, tu te dis, j'ai investi, c'est monté très fort, je vends, même si c'est du vert, je reste pas juste en étant un bon samaritain, ou c'est ça. Donc c'est ça, mais c'est aussi intégrer l'impact que tes objectifs de durabilité peuvent avoir sur ta stratégie d'épargne par rapport à une stratégie d'épargne qui intègre pas ces éléments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, sur les objectifs de rendement financier absolu, donc tu vois vraiment la performance que tu vas viser à 5 ans, à 10 ans, il y a pour chaque classe d'actifs des solutions de durabilité qui vraiment visent à combiner les deux. Donc une autre performance financière et de performance de durabilité. On a cité, je ne sais plus si on a cité, mais tu vois, tu prends la gestion forestière. Tu peux combiner, tu vois, durabilité, attention à la biodiversité, potentiel de séquestration carbone et valoriser ça, par exemple, par la vente de crédit. Et donc là, tu vas cibler, si tu veux, des rendements financiers qui parfois vont être supérieurs à la gestion forestière classique. Tu prends de l'immobilier, en fait, des programmes de rénovation énergétique ou simplement qui ont des objectifs, tu vois, en termes d'efficacité énergétique, ça peut aussi se valoriser. Je ne sais pas si tu as eu des épisodes sur la crypto-monnaie. Oui. Non, mais tu vois, ça, c'est un cas limite. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un cas limite. Mais la crypto-monnaie, c'est hyper intense en consommation d'énergie. Bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi des fondations qui ont travaillé pour développer des technologies sous-jacentes blockchain qui sont très peu consommatrices en énergie. La refonte de Ethereum était vraiment basée là-dessus. Hein. Ça, on a fait des épisodes autour de ça et c'est vrai que c'était très intéressant. Et ça a fait flipper tout le monde d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est toujours ça. Et en fait, moi, ce que j'aime bien être assez cash et direct, tu vois, ce qui m'agace parfois dans certains de ces univers, je reviens sur la com, mais en fait, on ne va pas interdire les avions tout de suite. Je veux dire, à un moment, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, on est dans des endroits qui ne sont pas complètement totalitaires. Les Américains ne vont pas le faire, les Chinois ne vont pas le faire. Il y a de plus en plus d'avions, donc voilà. Donc, partons de ce constat-là, on ne va pas interdire les voitures tout de suite. On va pas interdire... Et les voitures ne vont pas toutes passer à l'électrique tout de suite. Donc, à un moment, moi, je préfère être honnête avec moi-même et avec le monde et me dire, je voudrais être plutôt dans des endroits où l'impact va être que les avions polluent moins, que l'essence vienne d'un endroit peut-être plus vert, je sais pas, qu'on rajoute des choses comme ça, et être lucide, honnête, tu vois ce que je veux dire. Et pour ça, je sais pas à quel point ça existe dans certains fonds, mais se dire, ok, je vais aller plus dans ces acteurs aussi, et je vais accepter le monde tel qu'il est, quoi. Alors ça existe, mais... On vit pas dans un monde de bisounours, quoi. Finalement, c'est l'approche historique, tu vois, l'approche historique des fonds qui s'appelaient ESG, des fonds durables, c'est vraiment l'approche qui fondamentalement va investir dans tous les secteurs et essayer de sélectionner les acteurs les plus performants. Donc si on reprend les exemples que tu donnais, les compagnies d'aviation aérienne, c'est celles qui sont bien positionnées sur les contrats d'achat de biocarburants, de carburants durables. Première chose, et qui ont des moteurs les plus performants et qui investissent pour inventer l'avion de demain qui aura de la batterie et qui utilisera moins de fuel seulement pour décoller et atterrir. Si tu prends les voitures, évidemment la stratégie, si tu veux, des grands constructeurs en termes de mix avec le niveau de pénétration des véhicules électriques, c'est clé. Et associé au niveau de prix, donc à la stratégie prix, est-ce que tu en fais finalement un produit qui est le plus ouvert possible à l'ensemble des strates de la société. Donc, dans l'ensemble des secteurs, oui, évidemment, l'économie est en transition, l'économie n'est pas verte aujourd'hui, mais tu peux trouver des acteurs qui sont relativement mieux, voire beaucoup mieux positionnés que leurs pairs sur ces enjeux critiques.
Timothée Jolin, je crois qu'on va trop loin dans cet épisode. J'aimerais y passer des heures parce que je trouve ça passionnant. Mais avant de te laisser, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a un Yuka là-dedans ou des moyens de savoir si ce dans quoi j'investis c'est vert, jaune, orange, rouge, bleu, violet, etc. Est-ce qu'il y a des critères auxquels il faut faire spécialement attention? Est-ce qu'il y en a qui sont les critères hardcore qui sont pour les bisounours et les critères moins hardcore qui sont pour ceux qui sont conscients, je sais pas. Est-ce que tu peux m'aiguiller un peu là-dessus? Alors en France, il y a 2 labels qui fonctionnent assez bien, qui sont les labels Greenfin et les labels ISR. Okay. Il y a aussi le label Finansol qui est associé à l'économie sociale et solidaire. Okay. Donc ça, c'est 3 marqueurs qui, si tu veux, traduisent des logiques des stratégies de fonds qui sont auditées avec une vérification annuelle. Donc ça veut dire que les choses sont faites sérieusement, en ligne avec le cahier des charges des labels. Donc ça, typiquement chez vous faites ça, Greenfin, oui, on a des fonds qui sont... Il y en a qui cumulent les 3? On a des fonds qui en cumulent 2 sur 3. Okay. Je ne crois pas qu'on ait de fonds qui cumulent les 3. Et ils sont performants, ces fonds? Et alors on a des fonds en label ISR qui sont aussi performants, voire plus performants que des fonds pas labellisés. Ok. Des fonds Greenfin, c'est des logiques assez pures, tu vois, centrées autour des univers d'ENR, donc qui performent très bien, mais comme des fonds sectoriels, si tu veux. Donc évidemment, parfois, ça sous-performe par rapport au marché. Et sur les fonds de l'économie sociale et solidaire, là, c'est vraiment une logique où tu mets en balance finalement l'utilité sociale des entreprises et le rendement financier. Okay. Donc en général, tu as un rendement financier qui est relativement moindre. Ok, super intéressant. Ben, on regardera ça, on mettra les liens vers certains de ces fonds potentiellement chez vous et les liens vers ces labels, voilà, comment on les trouve, comment ils sont peut-être, j'imagine qu'ils ont tous un site, comment c'est audité et comment c'est fait. Ouais. Alors ils ont un site, ils ont des rapports financiers et des rapports extra-financiers qui effectivement sont audités et validés. Ouais. Toi, ton job, avant de te laisser, puis si on veut te poser des questions, on t'ajoute sur LinkedIn, on peut ajouter Amundi aussi. Donc Jolin, c'est Jaulin, mais c'est de les construire aussi, ces fonds, ou c'est plutôt de les distribuer? Moi, je vais être un petit peu entre les deux mondes. Je vais travailler avec nos équipes marketing, donc ça, c'est vraiment la fabrique des produits, avec nos équipes d'investissement. Et on va s'accorder ensemble sur les règles, sur les cadres, sur les nouvelles thématiques à explorer, sur les objectifs de durabilité, mais aussi sur les bonnes pratiques. Parce que la transparence, comme on le disait, utiliser les bons mots, les bonnes appellations pour les produits d'épargne. Parce que, évidemment, ça ne veut pas dire la même chose. Si on investit dans l'économie ou si on investit uniquement dans quelques secteurs à impact, on essaie d'être aussi transparent que possible sur ces aspects. Et donc quand tu crées un fonds comme ça, c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui rentrent, qui sortent, soit parce vous estimez qu'ils sont plus performants, ils vont pas dans la bonne direction, soit parce que vous estimez qu'ils rentrent plus philosophiquement dans le fonds. Oui, on va s'accorder en fait sur des objectifs d'investissement. Dans le jargon, c'est aussi sur des caractéristiques de durabilité finalement. Tu vois, c'est des contraintes, des objectifs positifs. Et c'est ça qui va guider après l'investissement en plus de l'objectif de rendement financier. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. On te suit sur LinkedIn. Merci pour toute cette transparence. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir un peu comment tout ça est fait derrière, tu vois, et chez vous, vous êtes un peu un des acteurs. Ça représente combien d'investissements au total chez vous, les fonds responsables ISR? Les fonds responsables, ça va correspondre à quasiment 900 milliards d'euros d'encours sous gestion chez Amundi. Donc ça en fait un des principaux acteurs dans ce domaine. 900 milliards, sachant que vous gérez combien de milliards au total? On gère quelques 2300 milliards d'euros. Ah ouais, donc c'est quand même plus d'un tiers, quoi. Hein. C'est 900 milliards sur 2300. Donc ça, c'est vraiment tous les produits, si tu veux, et solutions d'épargne qui sont construites autour de l'investissement durable. Mais après, on a aussi des politiques groupes qui s'appliquent à des univers beaucoup plus larges qui vont au-delà de ces 900 milliards. Qui comprennent d'ailleurs à chaque fois des investissements durables, mais qui ne sont pas exclusivement faits là-dessus. C'est énorme. C'est énorme. Amundi a bien grandi ces dernières années. Ouais, non, mais d'accord. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, de loin, tu peux te dire c'est un truc de bobo, quoi. Et en l'occurrence, non, c'est un truc... mais alors, moi, dans mon métier, si tu veux, on construit des produits d'épargne pour les particuliers, mais on travaille aussi énormément avec les plus grands investisseurs à travers le monde, des investisseurs publics, des investisseurs privés.
Et ces investisseurs-là, ils sont moteurs. Ils prennent des objectifs climatiques de soutien aux objectifs net zéro. Oui, et ils ont une attention à la durabilité qui est essentielle. Il y a plein... déjà, pour respecter les accords de Paris, il faut investir dans des boîtes qui respectent les accords de Paris, quoi, notamment. Hein. Ça, c'est un des gros... Oui, mais c'est toujours ce fameux triangle. Il faut qu'il y ait des entreprises, des investisseurs et des pouvoirs publics. Et puis peut-être que j'ajouterais, c'est un quadrilatère. Il faut aussi des consommateurs. Mais il faut que tous les éléments du système bougent ensemble. Donc évidemment, les grands investisseurs, ils ne peuvent pas régler le problème par eux-mêmes, mais ça peut être une force positive. Oui, c'est ça, parce que dire non, mais moi j'investis que là-dedans, mais prendre l'avion 42 fois par an, à un moment, comme tu le dis, le quadrilatère, il est intéressant, quoi. Merci beaucoup, Timothée. C'était passionnant. Merci. Merci à toi. À bientôt.